Alors, on s'arrête une nouvelle fois évidemment sur cette situation liée donc à l'élimination de ce savant iranien. Quelles conséquences tout cela peut-il avoir, notamment sur les futures relations avec la nouvelle administration américaine? On va en parler avec Christian Mallard, qui est avec nous, notre consultant diplomatique depuis Paris. Bonsoir Christian. Et puis je salue également depuis Washington Milad Jokhar, qui est chercheur associé à l'Institut de prospective et de sécurité en Europe et spécialiste de cette région de l'Iran et du Moyen-Orient. Bonsoir, bonjour à vous plutôt, puisqu'il est beaucoup plus tôt à Washington, Milad Jokhar. Alors, je viens vous voir dans un instant. D'abord, Christian, un mot sur les dernières informations en provenance d'Iran, parce que c'est vrai qu'il y a une grande agitation, on le voit, au sein du régime iranien, créée par cette attaque spectaculaire de vendredi. Si vous voulez, Jean-Charles, le régime, surtout les ultra-radicaux majoritaires autour de l'ayatollah Ali Khamenei, qui sont responsables de l'appareil sécuritaire du pays, sème en effet la confusion pour brouiller les pistes afin de faire taire, si je puis dire, ceux qui s'interrogent sur une lourde défaillance sécuritaire. La dernière version en date accuse Israël qui aurait été associé à l'organisation d'opposition marxiste-léniniste des Moudjahidines du peuple, qui sont, vous le savez, des collabos de l'ancien président irakien Saddam Hussein durant la guerre entre l'Irak et l'Iran de 80 à 88. Et puis une autre source d'information importante émanant des milieux laïcs républicains affirme que c'est Hossein Taeb, le patron des renseignements des gardiens de la Révolution, proche de Khamenei et de son fils Mojtaba, qui aurait planifié et coordonné la liquidation de Mohsen Fakhrizadeh. À 6 mois de la future élection présidentielle, les radicaux font un récit qui est destiné à répondre à des contraintes de politique intérieure. Et aujourd'hui, le régime n'appelle pas à des représailles militaires qui encourageraient bien entendu une réplique israélo-américaine, mais la branche ultra-radicale qui est hostile aux États-Unis pourrait se servir en effet de l'élimination de Mohsen Fakhrizadeh comme prétexte pour empêcher tout dialogue avec Joe Biden. Cela pourrait être aussi un prétexte pour mener une chasse aux opposants. J'ajouterai enfin, et on y en a parlé tout à l'heure, et c'est important, que le directeur de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, prend les devants, en effet, et il a raison, face aux ultra-radicaux qui réclament un arrêt des inspections des sites nucléaires en déclarant « si on arrête, on se trouvera dans l'obscurité totale et les incertitudes, l'instabilité dans la région seront plus élevées ». Je crois que c'est ça la réalité. Alors, vous restez avec nous, Christian. Je voudrais prendre l'avis justement de Milad Jokhar depuis Washington. Quel est votre sentiment à vous sur le fait que cette élimination intervienne justement à ce moment où on attend l'arrivée d'un nouveau président aux États-Unis? Est-ce qu'à votre avis, tout cela est connecté? C'est vrai que cet assassinat ou cet attentat arrive à un moment clé, car juste avant la prise en fonction de Joe Biden, et c'est aussi un moment où on parle d'une réouverture des négociations entre les États-Unis et l'Iran, la réouverture d'un dialogue qui a été interrompu sous 4 ans d'administration Trump, et donc ça arrive à un très mauvais moment pour l'administration, le gouvernement d'Hassan Rouhani, qui est ouvert à une reprise des dialogues et aussi la reprise de l'accord sur le nucléaire iranien, sur lequel Joe Biden voudrait reprendre part. Mais maintenant, le signal aussi qui vient de Téhéran, il est multiple. D'une part, il y a ceux qui sont en faveur de la diplomatie et la réouverture du pays dans le concert des nations, et d'une autre part, il y a une branche plus musclée, on va dire, qui s'oppose car elle n'a aucune confiance aux États-Unis et donc signale que les États-Unis ont fait souffrir la population iranienne pendant 4 ans, qui s'attendait à une ouverture du pays, mais il y a beaucoup d'Iraniens ayant souffert injustement de cette violation de l'accord sur le nucléaire iranien, qui attendent une réponse plus ferme de la part de leurs dirigeants. Donc c'est une société qui est multiple, complexe, avec des partisans de la diplomatie et de l'ouverture qui ont voté massivement pour la réélection d'Hassan Rouhani il y a presque 4 ans, et d'une autre partie, une partie qui a perdu l'élection il y a 4 ans et qui s'oppose justement à une ouverture par manque de confiance
envers les États-Unis. Alors, Milad Joker, vous restez avec nous évidemment encore quelques minutes. Christian Mallard, un mot, vous, sur votre sentiment. Est-ce que ce régime iranien, là, tel qu'il est aujourd'hui, va vraiment chercher à reprendre le dialogue avec le nouveau président américain Joe Biden ? Moi, j'y crois pas trop. Parce que, si vous voulez, pour Joe Biden, cette élimination tombe à un moment crucial, c'est-à-dire celui où Donald Trump fera tout, en effet, pour rendre impossible toute reprise du dialogue avec le régime iranien. Donald Trump et Benjamin Netanyahou, j'ai envie de vous dire, n'ont plus que 6 semaines, en effet, pour tout faire capoter. Ils veulent tester en même temps les réactions de l'Iran. Et puis, aujourd'hui, le sentiment d'humiliation en Iran est tel qu'il risque en effet de compliquer la tâche de Joe Biden, qui attend d'abord des gestes de l'Iran. C'est ce qu'a déclaré en tout cas hier Jack Sullivan, son futur conseiller numéro 1 au Conseil national de sécurité, qui en juillet 2015, sous Obama, avait négocié avec Anthony Blinken, le futur secrétaire d'État, l'accord sur le nucléaire. De toute façon, ce qui me paraît clair, c'est que plus l'Iran poursuivra sa quête du nucléaire, plus il y aura des opérations ciblées, et plus grand, en effet, sera le risque d'une escalade militaire régionale. Donc, si vous voulez, on n'est pas tiré d'affaire. Votre sentiment, Milad Joker, vous qui êtes à Washington, justement, c'est que Biden, quand il va prendre ses fonctions avec sa nouvelle administration, va chercher à renégocier, à sauver ce qui peut l'être de cet accord de Vienne, ou est-ce qu'il va chercher une autre voie, peut-être ? Joe Biden est un partisan de l'accord sur le nucléaire iranien. Il a fait partie, donc, pendant 8 ans, de l'administration Obama, qui a vraiment fait tout son possible pour parvenir à cet accord, qui est parvenu à cet accord qui est devenu une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, et que Donald Trump, en très peu de temps, il a retiré les États-Unis de cet accord dont Joe Biden faisait partie de cette équipe. Joe Biden, de mon sentiment, va vouloir reprendre l'entrée, va vouloir rentrer à nouveau dans l'accord sur le nucléaire pour des raisons qui sont multiples, mais surtout des raisons qui sont de l'intérêt des États-Unis. Les États-Unis ont besoin d'une stabilité, et dans la doctrine qui était celle du président Obama, le cadre de sécurité régionale, donc dans le Moyen-Orient, inclut l'Iran, qui est un centre commercial entre la mer Caspienne et le Golfe Persique, entre New Delhi et Istanbul. Et dans la doctrine, il est impossible d'isoler un poids lourd de la région, car c'est impossible de créer une stabilité régionale sans avoir de commerce entre les différents pays de la région. Et donc l'acteur très important de cette région, qu'on aime ou pas, c'est l'Iran. Et Joe Biden est donc un partisan de ce retour de l'Iran à son positionnement naturel dans la région. Et comme disait aussi Christian Mallard, c'est vrai que l'administration Trump a très peu de temps, et Benjamin Netanyahou ainsi que l'Arabie saoudite se méfient énormément d'un renversement de l'équilibre des forces politiques dans la région. Et cet équilibre serait en faveur naturelle de l'Iran, de par son importance géopolitique dans la région. Un dernier mot, Milad Joker, comment vous interprétez le fait que l'Arabie saoudite aujourd'hui ait condamné cette élimination du savant nucléaire iranien? On sait que les Saoudiens ont très peur, évidemment, de l'Iran et de cette menace nucléaire, mais pourtant l'Arabie saoudite condamne cette élimination. Eh bien, c'est vrai que c'est pas évident. C'est une position qui est très difficile pour le royaume saoudien, qui avait entrepris des pourparlers avec Israël, justement. Et pour l'Arabie saoudite, the clock is ticking, comme on dit en anglais. C'est vrai qu'on arrive à la fin de l'administration Trump, et il y aura une modification de la structure régionale qui est à venir. L'Arabie saoudite sent ceci venir. Et l'abandon potentiel d'une politique exclusivement d'isolement de l'Iran peut prendre un terme. Et il y a peut-être une politique d'engagement qui pourrait se réouvrir. Pour cela, il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte, notamment l'accord de l'Iran. L'Iran doit accepter aussi le retour des États-Unis sur l'accord sur le nucléaire, chose qui n'est pas nécessairement garantie, mais c'est ce que beaucoup espèrent en Iran, pour qu'il y ait une ouverture régionale. Et l'Arabie saoudite, en ça,
voit que la situation arrive à un terme avec la présidence de Donald Trump, une nouvelle ère peut s'ouvrir. Maintenant, c'est le moment de se repositionner, et la condamnation est, à mon avis, une chose qui est nécessaire. Un scientifique a été assassiné, c'est quelque chose qui doit être condamné, et à mon avis, cela doit aller au-delà. L'Union européenne, les États-Unis, il doit y avoir une condamnation internationale pour montrer à l'Iran que assassiner un scientifique, ce n'est pas normal, et ça doit être condamné, car un manque de condamnation peut apporter une radicalisation, une sorte de normalité inacceptable dans un pays comme l'Iran. Merci beaucoup pour cette analyse, Milad Jokhar. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'Institut de prospective et de sécurité de l'Europe, spécialiste de l'Iran depuis Washington. On était depuis Paris également avec Christian Mallard, notre consultant diplomatique. Merci Christian, à vous aussi. On se retrouve demain pour ce dossier iranien dont on reparle évidemment quasiment quotidiennement sur i24 News. On va parler